tous, aujourd'hui je vais vous présenter une assez courte et une introduction assez élémentaire aux probabilités et à leur application en physique-chimie, en sciences en général, en quoi les probabilités sont extrêmement utiles pour comprendre les sciences en général. Donc déjà je vais me présenter, je m'appelle Alexandre, je suis un des directeurs et fondateurs de saucetomate.com qui est un club de mathématiques pour les collégiens, aussi un site sur lequel on essaye d'aider ceux qui ont des difficultés en mathématiques, mais aussi d'approfondir leur intérêt pour les maths, pour ceux qui ont un intérêt, une passion pour les mathématiques, d'arriver à les accompagner dans cette envie de s'intéresser aux maths, et donc en leur proposant des problèmes, des articles, etc., qui peuvent être plus intéressants, qui peuvent aller plus loin que ce que les élèves font en cours au collège en général. Donc c'est pour ça que je me suis penché sur les probabilités, parce que les probabilités c'est une des branches les plus importantes en mathématiques, et c'est extrêmement utile dans la vie de tous les jours, dans de très très nombreux domaines. Et les probabilités, plus spécifiquement, c'est une branche qui cherche à étudier les possibilités et les chances que certains événements arrivent. C'est-à-dire qu'on va parler d'une fréquence quand on va... Voilà. Donc il y a plusieurs choses très très importantes en probabilité, des concepts essentiels à comprendre en probabilité. Et le premier d'entre eux, c'est l'univers. Lorsqu'on mène une expérience aléatoire, un événement aléatoire, c'est-à-dire par exemple on lance un dé, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs résultats possibles qui peuvent résulter de cette expérience aléatoire. Et tous ces résultats, toutes les possibilités, c'est ce qui va composer l'univers. Donc l'univers, en général, on le représente par un cercle. Voilà. Imaginons qu'on va appeler oméga, c'est comme ça en général qu'on va cet univers. Donc c'est l'univers un peu plus grand. Un plus gros, ouais. Plus gros. Bon, attends. Je vais l'effacer, je vais le refaire. Hop là. Tac. On les voit pas la caméra? Ouais. L'oméga, on le voyait. On va faire un peu aussi. Ouais, on va faire un peu les amis. Si tu fais en noir, j'ai mis aussi. Ouais, ça on le voit, ça. Ah bon. Là, c'est l'univers. C'est tous les résultats. Donc, par exemple, quand on lance un dé, l'univers, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cet univers, il est composé de plein d'issues, d'éventualités. C'est-à-dire un résultat possible à chaque fois que tu as cette expérience aléatoire. Le 1, c'est une issue quand tu lances un dé. Donc, par exemple, on va avoir le 1, le 2, le 3, etc. Maintenant, un autre concept très important, c'est les événements. Un événement, c'est un composé de plein d'éventualités, plusieurs éventualités. Par exemple, en gardant l'exemple, je lance un dé, avoir un chiffre inférieur à 3. Notre événement, ici, si on appelle A l'événement avoir un chiffre inférieur à 3, notre événement, ça va être, je vais faire en rouge, ça va être plus visible, cet événement-là. On va appeler l'événement A, composé de l'issue 1 et l'issue 2. Voilà. Donc ça, c'est le terme vocabulaire, technique, etc. La base en probabilité, de comprendre ce que c'est qu'un univers, toutes les possibilités, les issues, chaque possibilité individuellement, et les événements, des regroupements, des groupes d'éventualités et d'issues. Donc, une fois qu'on a établi ça, lorsqu'on fait une expérience aléatoire, chaque issue, chaque événement a une probabilité, c'est-à-dire une chance que cet événement arrive, qui va lui être attribuée. Quand on lance un dé, bon là c'est assez basique, chaque issue a une probabilité de 1 sixième, pardon, de 1 sur 6, puisqu'il y a 6 possibilités au total. Donc voilà. En général, on représente la probabilité par une valeur entre 0 et 1. L'événement A ici, ça a une probabilité de 1 tiers, puisqu'il y a 4, 5, 6, il y a 6 possibilités au total. Donc quand on en reprend 2, ça fait 2 sur 6, 1 tiers. Et cette probabilité, si c'est assez simple au départ, ça peut être plus complexe si on manie des événements aléatoires avec beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de résultats. Et donc pour comprendre les probabilités, c'est intéressant d'avoir accès à une autre représentation que celle-là, qui sont les arbres pondérés, les arbres de probabilité que je vais vous représenter juste ici.
et qui sont très utiles, c'est des outils très utiles pour arriver à calculer en probabilité. Imaginons qu'on a une première expérience aléatoire qui nous donne deux possibilités, deux issues, l'événement A et l'événement, on va appeler ça A bar. Pourquoi A bar? A bar, c'est tout ce qui n'est pas A. Par exemple, si on revient sur notre cercle ici, si ça c'est A, ça là, ce sera A bar, puisque c'est l'ensemble des possibilités qui ne composent pas A. Donc juste ici, on a A bar, donc A et non A, et on met une deuxième, on répète cette expérience pour avoir un deuxième événement, on va appeler B et B bar. Ici, on va avoir aussi B et B bar. Cet arbre, ça permet de visualiser quand on va combiner, quand on va jeter par exemple plusieurs dés, qu'on va combiner des expériences aléatoires et qu'on va vouloir donc calculer quelle est la probabilité. Par exemple, si on appelle l'événement A, c'est avoir 1 ou 2, l'événement B, c'est d'avoir un nombre pair, par exemple. On va appeler l'événement B. Change de couleur si tu veux. Ça Change de couleur si tu veux. Ah. Change noir si tu veux. Ouais, je change pas. Ouais, là. Merci beaucoup. Le bleu, de toute façon, ne marche pas très bien. Et donc, l'événement B, ça va être ça. Bon, de toute façon, on va pas très bien voir, donc ça sert à rien. Mais donc, l'événement, ça va être 2, 4, 6, c'est avoir un nombre pair. Donc, si on tire un premier dé, le premier dé, on va avoir une chance sur 3, on l'a vu tout à l'heure, d'avoir l'événement A. On va noter ici 1 sur 3. Et ici, attends, je vais noter plus grand. 1 sur 3. Et A bar, ça c'est la formule des probabilités totales, c'est-à-dire que la probabilité de A et de son contraire, la probabilité d'un événement plus la probabilité de son contraire, ça va forcément donner 1. C'est logique, parce que ça regroupe donc toutes les possibilités, puisque A et A bar, la probabilité d'avoir un nombre entre 1 et 6 quand on lance un dé, c'est de 1, c'est de 100%. Donc ici, on va avoir 2 tiers. Ça juste ici, P de A bar, j'écris très mal, désolé, est égal à 1 moins P de A. P de A, c'est la probabilité de A, P de A bar, la probabilité de A bar. Donc ça, c'est la formule des probabilités totales, et c'est très important. Ici, nombre pair, il y a 3 nombres pairs sur 6, donc on est à 1 demi. A bar, B bar aussi, c'est le nombre. B bar, du coup, ça va être le nombre impair, 1 demi, et 1 demi. Donc là, on a notre arbre de probabilité qui est certes moche parce que je ne sais pas très bien écrire et dessiner, mais qui regroupe chaque événement, donc 2 expériences, un premier lancé de dés, un deuxième lancé de dés, et les événements qui vont nous intéresser. On va donc pouvoir calculer par exemple la probabilité d'avoir d'abord l'événement A, puis l'événement B, c'est-à-dire d'abord un nombre entre 1 et 2, puis un nombre pair. En gros, n'importe quelle combinaison de nos 2 événements, on va pouvoir calculer sa probabilité de succès. Par exemple, imaginons, on se dit, on veut calculer la probabilité qu'au premier dé, on ait 1 ou 2, et au deuxième, on ait un nombre pair, c'est-à-dire A et B. On peut regarder sur notre arbre de probabilité A puis B. Ça, c'est ce qu'on appelle, quand on combine justement ces événements-là, c'est ce qu'on va appeler inter, c'est-à-dire P de A inter B. Il y a un événement et l'autre qui se produisent à la fois. Donc par exemple, cette branche-là, ça va être P de A bar inter B bar. Ça, c'est ce qu'on va marquer, si je le marque ici, pour avoir un symbole, P de A inter. Et si tu as la moindre question, évidemment, tu me dis, si tu as des questions que tu comprends pas, tu me dis, c'est ce qu'on appelle P de A inter B, c'est-à-dire qu'il y a A et B qui se réalisent. Ici, on va avoir P de A inter B bar, etc. etc.
Un autre truc intéressant, c'est P de A union B. C'est comme ça qu'on peut combiner les différents événements. C'est-à-dire que c'est la probabilité que A se réalise ou que B se réalise. Par exemple, ici, sur cette branche-là, il y a A et B qui se réalisent, c'est très bien. Là, il y a A et B bar, mais donc il y a A, donc A se réalise, donc P de A union B, on comprend ça et ça. Là, il y a B, donc ça comprend ça aussi. En gros, ça comprend tout sauf A bar et B bar. P de A union B, c'est donc l'ensemble des événements qui vont comprendre ou A ou B. C'est-à-dire, en termes de calcul, on peut avoir P de A, je vais les écrire là les formules, comme ça vous aurez les formules ici. P de A union B est égal à 1 moins P de A bar inter B bar. Puisque c'est l'ensemble des événements qui ne comprennent pas à la fois non A et à la fois non B, ce qui est logique. Pour faire nos calculs, par exemple pour calculer ici P de A inter B, on va juste devoir faire P de A fois P de B. Donc 1 tiers fois 1 demi, c'est égal à 1 sixième. Pour avoir P de A union B, on va faire la somme de toutes nos branches qui nous intéressent, c'est-à-dire celle-là, celle-là, celle-là. Ici, on a 1 tiers fois 1 demi, 1 sixième. 2 tiers fois 1 demi, 2 sixièmes, donc 1 tiers. Et ici, on va aussi avoir 1 tiers. On remarque d'ailleurs que 1 sixième plus 1 sixième, 1 tiers plus 1 tiers, 2 tiers plus 1 tiers, 3 tiers, ça fait 1. L'ensemble de toutes nos possibilités, ça sera toujours 1. La somme de toutes nos possibilités, ça fera toujours 1. Donc ici, P de A union B, c'est ça, ça et ça. Donc on va avoir P de A, on va l'écrire là, P de A union B est égal à, si on fait par somme, ça fait donc 2 tiers. Et si on le fait par cette formule-là, ça fait 1 moins P de A inter B bar. P de A bar inter B bar, ça fait 1 moins 1 tiers, 2 tiers. Donc ça, cette formule-là, elle est très utile, notamment quand on a beaucoup plus de possibilités. Parce qu'après, on peut rajouter un événement C, etc. Autant d'événements aléatoires, d'expériences aléatoires qu'on veut. Ce qui va faire que c'est souvent très compliqué de faire des sommes. Des sommes, par exemple, on ne pourrait pas additionner 15 événements, donc c'est beaucoup plus simple d'utiliser cette formule. Voilà, donc ça c'est pour les probabilités, une approche très mathématique des probabilités. C'est assez élémentaire, c'est-à-dire que c'est la base, c'est le vocabulaire de base, l'univers, l'issue, l'événement, comment est-ce qu'on représente avec les arbres pondérés, ce que c'est que union, inter, mais aussi à part, donc l'inverse d'un événement. Tout ça, c'est des concepts très élémentaires que vous verrez, je crois, en troisième. Ouais, on a vu la semaine dernière. Ouais, fait ça, très bien, super. Ça, c'était en ton cours, mais que vous verrez en troisième et que vous approfondirez tout au long du lycée, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment le début des probabilités. Il y a plein d'autres trucs qui sont très intéressants en proba et qui vont plus loin et que vous pourrez approfondir, notamment si vous venez sciences et maths. Si c'est aussi intéressant, c'est aussi que ça peut être très utile en sciences. Alors, bon, en termes d'application des probabilités, il y a une application qui est assez évidente, qui est la première, qui est celle des jeux de hasard. Tu vois, pendant tout cet exemple, j'ai parlé de QT, c'est l'exemple le plus évident. Les jeux de cartes, ça marche aussi. On lance une pièce, fil ou face, c'est de la probabilité. Donc ça, c'est l'application assez évidente. Mais en termes économiques, en termes physiques, chimiques, biologiques, la probabilité est hyper importante et apparaît partout. En économie, on va parler de la théorie des jeux. Il y a un super article sur Sostomat que vous pourrez aller lire, qui parle de la théorie des jeux, donc, sur lequel je ne vais pas revenir. Mais en sciences, c'est aussi très intéressant de se pencher sur les probabilités,
Parce que ça permet de rendre compte de plusieurs phénomènes scientifiques très intéressants, très importants, et de les expliquer. Ça utilise d'abord les probabilités. Les statistiques, qu'est-ce que c'est? Les statistiques, c'est l'étude des données. Les données, c'est un ensemble de mesures, de recensements. Donc les statistiques vont collecter des données, recenser des données, puis les analyser, les interpréter pour en déduire une conclusion. Et cette analyse, cette interprétation, elle va passer par les probabilités. Quand on prend, notamment en physique, des mesures expérimentales, quand on fait des expériences et que du coup on arrive avec un ensemble de mesures, ces mesures, on va appliquer une analyse statistique pour en déduire une loi générale, un théorème, voilà, qui vont nous permettre donc de découvrir, d'expliquer des phénomènes. Et donc les statistiques sont très utiles en sciences, notamment en sciences expérimentales. Donc imaginons, en termes d'exemple, les statistiques, ça va permettre par exemple de dire, imaginons que dans l'école on est 100 élèves, on est un certain nombre d'élèves, imaginons qu'on prenne 100 élèves parmi toute cette population, on regarde le nombre de personnes qui sont blonds, il y en a 25. Donc ça c'est la collecte de données, la mesure. Donc il y a 25 parmi notre population de 100 personnes qui sont blonds. Par une analyse statistique, en termes de probabilité, on va donc pouvoir en déduire que 25%, 0,25, donc une probabilité de 0,25 de tomber sur une personne blonde quand on prend une personne au hasard parmi toute notre école. Alors évidemment, c'est pas comme ça que ça marche, c'est beaucoup plus complexe et c'est une généralité, voilà. Mais quand on prend des populations beaucoup plus grandes, c'est ce qui permet de donner des statistiques sur les populations, et d'un point de vue scientifique, c'est ce qui va permettre, par exemple, de détecter plein de phénomènes. Quand on parle de la probabilité qu'une cellule devienne cancérigène, etc., c'est à partir de mesures qui ont été exercées en fonction de différentes populations, de cellules cancérigènes chez les personnes qui fument, les personnes qui ne fument pas, etc. Tout ça, c'est des probabilités appliquées en termes de mesures d'expérience. En plus de ces mesures, de ces expériences, c'est ce qui permet parfois la nature, les sciences, la physique, la chimie, suivent des lois qui sont purement hasardeuses, aléatoires, et donc on ne peut les expliquer qu'en appliquant des probabilités. Quand on regarde par exemple à l'échelle particulière, en chimie particulière, les transformations chimiques. Une transformation chimique, elle a lieu par exemple entre deux corps. Je ne sais pas si on voit ça au collège, je crois qu'on voit ça au collège. Vous ne voyez pas de transformation chimique quand on prend deux corps, par exemple, je ne sais pas si c'est une transformation qui existe vraiment, mais c'est donc le carbone plus du dioxygène, de l'O2, C plus O2, il va y avoir une transformation chimique qui va mélanger l'atome de carbone et les molécules d'O2 pour obtenir une molécule de CO2 du dioxyde de carbone. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une transformation chimique, c'est-à-dire que deux éléments, deux molécules ou deux atomes rentrent en contact pour former, donc c'est ce qu'on appelle les réactifs, rentrent en contact pour former deux ou un ou trois, ou voilà, donc, des nouvelles particules. Des nouvelles, pas particules, molécules, atomes, etc. C'est ce qu'on appelle les produits. C'est des réactifs qui se mélangent entre eux pour former des produits. Voilà. Ces transformations chimiques, elles se font par des chocs entre les particules. Pardon, j'ai arrêté de dire particules, c'est pas des particules. C'est juste que j'avais pu trouver des. C'est des. Cétone ? Non, ouais, des atomes, mais c'est les atomes, les molécules et les ions. Je vais vérifier parce que ça sert à rien de dire des bêtises. Si tu me le permets. Désolé, parce que je sais. Entités chimiques. Des entités. Voilà. C'est pour ça que je trouve. Donc des entités chimiques, c'est tout ce qui est atomes, molécules, ou
des ions. Cette transformation chimique, quand elle s'opère, c'est parce que ces entités chimiques sont mises en contact et elles se rencontrent. Elles se rentrent dedans, comme si elles sont en mouvement. Les molécules, les entités chimiques sont toujours en mouvement. Souvent, quand c'est du gaz et des liquides, encore plus, tu as justement ces mouvements-là. Et elles ont donc de l'énergie en réserve. Bon, ça vous le verrez plus tard encore une fois. Mais comme elles ont de l'énergie, au moment où elles se rentrent dedans, ça crée un choc qui peut, lorsqu'il y a assez d'énergie, casser les molécules, casser les liens qui unissent les atomes entre eux, et donc séparer tous les atomes pour former donc des nouveaux liens et donc des nouvelles molécules. Voilà. Donc, par exemple, si on prend une molécule d'H2O et de CO2 et qu'on les donc de l'eau et du dioxyde de carbone, qu'on les fait se rentrer ensemble, si elles ont assez d'énergie, elles vont donc les liens entre H2O, c'est-à-dire entre l'atome H, hydrogène, et 2O, donc oxygène et oxygène, ça va se briser, CO2 aussi, pour former donc HOO-COO, et donc ça peut se remélanger entre eux en fonction d'autres propriétés des atomes. Néanmoins, tous les chocs ne sont pas assez énergétiques pour pouvoir briser les liaisons. Parfois, les entités se rencontrent et sont juste déviées parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour briser les liaisons entre les atomes, c'est ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Cette énergie-là, il est assez difficile de la mesurer. On ne peut pas, pendant qu'on fait une réaction chimique, mesurer précisément l'énergie de chaque entité chimique. Et donc, on a une approche qui est probabiliste, c'est-à-dire de dire quelle est la probabilité pour que deux entités chimiques aient une énergie suffisante pour que les liaisons se brisent et que une nouvelle molécule se forme. Une autre application de la probabilité dans ces transformations chimiques, c'est qu'une fois que les liaisons sont brisées, les molécules peuvent très bien se reformer comme elles étaient formées jusque-là. C'est-à-dire que les liaisons peuvent être brisées entre HOO, mais les molécules peuvent se reformer, au lieu de former une molécule qui est toute nouvelle, elles peuvent juste se reformer comme elles étaient avant. Et donc, ne pas entraîner de transformation chimique. Donc, à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle de ces entités chimiques, il y a des probabilités que les chocs soient assez énergétiques, que les molécules se forment donc, avec selon des nouvelles formules. Et ça, on ne peut pas le mesurer sur le moment, donc on va utiliser des probabilités pour pouvoir décrire l'avancée de notre transformation chimique. La transformation chimique, elle ne s'effectue pas comme ça, c'est justement plein des milliers et des millions de chocs qui s'opèrent entre ces entités chimiques. Et donc pour décrire l'avancée de cette transformation, l'avancée qu'on peut décrire par la cinétique chimique, cinétique c'est l'étude de l'avancée d'une transformation chimique, on va avoir une approche probabiliste afin de comprendre par exemple à quelle vitesse une transformation chimique va avoir lieu. Est-ce que ça va durer une microseconde ou au contraire est-ce que ça va durer des années, des centaines d'années comme ça existe. Et c'est ces transformations, et donc voilà, donc c'est les probabilités qui permettent d'avoir accès à de telles mesures et de telles propriétés sur les transformations chimiques. Donc voilà, plus généralement c'est très utile. Il y a plein d'autres applications qui sont plus complexes, dont on ne va pas forcément parler tout de suite, parce que je voulais vraiment essayer de rester le plus large et le plus simple possible, même si je me suis peut-être un peu égaré au niveau de la chimie et ça. Si jamais tu as des questions d'ailleurs, n'hésite pas. Et voilà, donc la probabilité, c'est un domaine mathématique à la base, qui est très important pour comprendre plein de phénomènes mathématiques, mais qui est utilisé dans quasiment tous les domaines des sciences, dans beaucoup de domaines, notamment chimiques, notamment particulaires. Donc le mouvement de particules dans un milieu, c'est de la probabilité. Le mouvement des électrons autour du noyau d'un atome, c'est la probabilité. On ne sait pas où un électron va aller. Il n'est pas fixé, il bouge d'un endroit à l'autre, mais on ne sait pas comment ça. Enfin, on sait comment ça marche, mais c'est une probabilité. C'est pour ça qu'on parle de nuages d'électrons électromagnétiques autour de l'atome. C'est qu'en fait,
il y a des événements, il y a des lieux où il y a une probabilité plus élevée qu'il apparaisse, qu'il se déplace, d'autres où il y en a une plus faible, mais dans tous les cas, ça reste une probabilité donc ça reste très aléatoire. Donc voilà, c'est donc pour tout le domaine chimique, scientifique, biologique, économique, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais la probabilité est utile. Et donc il est très important d'arriver à bien comprendre, bien cerner la branche des probabilités et approfondir ça au maximum pour pouvoir décrire et expliquer, comprendre des phénomènes physiques, scientifiques très divers.